Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis désolée, mais j'avais préparé mon discours de bienvenue en anglais. Je vais donc faire un espèce d'exercice d'équilibre un petit peu étrange qui va être de le retraduire en français, puisque je vois que l'auditoire est vraiment francophone, créophone et autrephone, mais pas spécifiquement anglophone. Et donc, au nom de l'Institut Henri Père French Institute, du Graduate Center de CUNY, je vous souhaite vraiment le bonsoir et la bienvenue. Nous sommes très heureux de votre présence ce soir pour inaugurer la première séance de ce qui sera un séminaire de 3 ans sur le thème que vous connaissez bien, puisque vous êtes venu, qui est le thème d'impunité, responsabilité et citoyenneté et Haïti. Nous commençons donc ce soir avec cette table ronde. Ce séminaire, dois-je dire, aura donc plusieurs formes, conférences, table ronde, exposition numérisée, et se tiendra sur une série de semestres ici, ainsi que virtuellement. Et je dois d'abord, avant d'avancer plus, rendre hommage à la personne qui en est non seulement le commissaire, mais la créatrice, l'instigatrice, la formulatrice, la personne que je pense que vous connaissez probablement tous, qui est Madame Jasmine Narcisse, ici présente, qui est aussi la digne assistante du Henri Père Institute, la collaboratrice sans laquelle rien de tout cela ne se ferait. Et je tiens ici, pour commencer, à lui rendre hommage et à la remercier, si on peut la remercier, s'il est possible de la remercier pour tout ce qu'elle a fait, pour créer non seulement cet événement, mais tous les autres événements et toutes les activités de notre centre. Le Henri Père Institute est donc un institut et non pas un département académique qui favorise les échanges, les rencontres, les discussions autour des questions qui concernent les cultures de l'Hexagone et de tous les pays qu'on associe à la francophonie, à tort ou raison, mais auquel on attribue donc cette étiquette et qui constitue un ensemble qui est l'objet de notre attention et de notre attention soutenue, aussi bien en question de littérature que des arts visuels, de politique, de la santé et de d'autres aspects de la culture et de l'expérience. C'est un immense honneur pour nous donc de débuter cette soirée impunité, responsabilité, citoyenneté avec la présence de nos intervenants et de Madame Michèle Montas, que vous connaissez sans doute et probablement certainement si bien que ma biographie sera redondante. De même, notre autre intervenant, M. Pierre-Richard Narcisse, écrivain de grande envergure que vous avez probablement tous lu. Néanmoins, comme c'est toujours le sort de la présentatrice de faire ce genre de choses, je dis toujours que quoi que vous connaissiez bien et que les intervenants soient célèbres, peu importe, il est d'une courtoisie indispensable que de leur rendre au moins cet hommage minime qui est de parler un peu d'eux avant qu'ils ne vous parlent des sujets qui vous tiennent tous à cœur au sein de leur propre travail. Et à ce panel, donc à cette table ronde, se joint ma collègue, professeure Sophie Marie-Nièce Le Breton, qui fait partie de la faculté de CUNY. Donc je vous demande un peu de bienveillance parce que je vais vous présenter ces personnes que vous connaissez. Je vais vous les présenter dans un discours un petit peu étrange, puisqu'il sera, je ne sais pas comment l'appeler, l'effet d'une diglossie totale, passant de l'anglais au retour au français. Alors je demande votre indulgence si mes traductions sont un peu boiteuses. Donc je vous présente pour commencer Madame Michèle Montas, qui, ayant obtenu son diplôme à l'Université Columbia, l'école de journalisme, en 1969, retourna en Haïti, où elle fut d'abord journaliste pour le Nouvelliste et ensuite rédactrice en chef du magazine culturel Conjonction. Elle décida ensuite de pratiquer le journalisme de radio, sachant que la radio est une force essentielle pour la majorité de la population, que les gens l'écoutent tous les jours et qu'ils en dépendent à toutes sortes de niveaux. En effet, le travail d'un journaliste, d'une journaliste, travail d'investigation pour la radio est tout aussi risqué et dangereux, aussi bien qu'essentiel que le travail du journalisme traditionnel. Ainsi, elle et son époux, Jean-Léopold Dominique, dirigèrent Radio Haïti Inter pendant longtemps, mais comme vous le savez, il fut assassiné dans l'année 2000 et plusieurs tentatives d'assassinat furent commises contre la personne de Mme Montas dans la suite. Le producteur cinématographique et metteur en scène Jonathan Demme
devint proche de Madame Montas et de son époux dans les années 80 et entreprit de nombreuses entrevues avec eux. Et après l'assassinat de Jean-Dominique, il sortit un documentaire en 2004, L'Agronome, d'Agronomist, qui concernait ces événements. Ce film rend hommage au travail que Michel Montas et Jean-Dominique ont fait et faisaient pour organiser et pour donner voix aux dépossédés et à ceux qui étaient condamnés au silence en Haïti. Durant en effet les événements connus comme le Décembre noir de 1980, en même temps que de nombreux autres intellectuels et activistes des médias haïtiens, Michel Montas et Jean-Dominique furent arrêtés par le régime Duvalier, emprisonnés et envoyés en exil. Le couple arriva à New York où ils obtinrent l'asile politique à travers une organisation appelée Human Rights First, si j'ai bien compris. Dans les années 80, Madame Montas commença son travail pour les Nations Unies, pour sa radio où elle dirigeait le secteur francophone. En 1986, après la chute du régime Duvalier, ils retournèrent en Haïti, rencontrant un soutien enthousiaste et massif des milliers de gens, pauvres, riches, des artistes, des intellectuels, connus et moins connus, des vendeurs de rue, contribuèrent à une collecte massive pour susciter les fonds nécessaires à la reconstruction de Radio Haïti Inter. Et en 1991, après le coup d'État militaire de Cédras, ils durent repartir, mais revinrent de nouveau après le retour au pouvoir d'Aristide en 1994. C'est en 2000, comme vous le savez, de nouveau, que Jean-Dominique fut assassiné, et durant la présidence d'Aristide, après cette mort, Madame Montas accepta que des milliers de paysans habillés de blanc marquent leur deuil en répandant les cendres de son époux dans la rivière Artibonite. Dans une entrevue, elle le décrivit de la manière suivante, et je resterai en anglais puisque je cite une entrevue: "Fiery militant, a biting journalist, a cultured intellectual and a storyteller and fascinating companion." Se trouvant alors à la tête d'une station de radio qui avait été soumise à un véritable état de siège pendant près de 30 ans pour son dévouement à la cause des masses haïtiennes, Michel Montas, tout en assurant la gérance de la radio et en demandant justice pour l'assassinat de son mari, fut la cible de menaces et au moins une tentative d'assassinat, celle de 2002, qui laissa un garde du corps mort. Et c'est en 2002 qu'elle reçut une reconnaissance importante de Marriott Moore's Cabot Prize for Courage in Journalism. Malgré ses efforts énergiques et la prominence de son époux, ses assassins n'ont jamais été trouvés. Les attaques et le harcèlement des journalistes de Radio Haïti Inter s'intensifiaient et la radio dut fermer en 2003. Michel Montas repartit de nouveau et revint à New York. C'est à New York en 2003 qu'elle devint porte-parole pour le cabinet de Julian Robert Hunter pour l'Assemblée générale des Nations Unies et où elle joue un rôle intensif comme porte-parole pour la 58e session avec toutes sortes d'autres spécialistes en droit économique et politique. Et par la suite, en 2007, elle devint la porte-parole du secrétaire général Ban Ki-moon. Madame Montas fut la première personne, la première femme à occuper ce poste qu'elle a tenu avec un prestige et une influence que nous lui connaissons. Si vous le permettez, je finirai cette présentation avec un paragraphe en anglais, parce que je crois qu'il est mieux rédigé. Working in the United States, as you have heard, Madame Montas has never strayed from her commitment to justice and has continued her career as a journalist, advocate, and international spokesperson. She is one of the most widely respected figures today, not only in Haitian affairs, but in engaged journalism, in international affairs, and in the struggle for human rights. She is also the person who gave the impetus to the entire movement against impunity in Haiti, following her official complaint against Duvalier when he returned recently, which led to many others taking similar initiatives and creating the present group, Collectif contre l'impunité in Haiti.
Avec votre permission, je vais présenter nos 3 membres du panneau, parce que c'est beaucoup plus facile, je crois, ça c'est encore un anglicisme, bon passons, de la table ronde. Je crois que c'est beaucoup plus facile que de vous interrompre. Donc si vous le permettez, je voudrais maintenant vous présenter Jean-Pierre Richard Narcisse, écrivain, un de mes écrivains favoris, si je puis le dire. C'est peut-être pas pertinent, mais l'occasion de le dire, l'occasion enfin de le lui dire ici au Graduate Center, occasion que j'attends depuis longtemps et dont il a la générosité de gratifier aujourd'hui. Né à Port-au-Prince, son écriture est politiquement engagée, mais aussi basée sur une dualité linguistique. Il commença à publier une poésie en créole sous Duvalier 2, excusez ma prononciation, je vous en prie, Day at Lepsois en 1978 et Des Palais en 1979. Son œuvre poétique la plus importante fut Recto Estage en 1983, qui est une expérience tout à fait mémorable d'écriture automatique en créole, et selon le poète prestigieux créole Georges Castera, le premier volume entier de poésie surréaliste, expressément surréaliste en créole. En 1984, il participait à des projets théâtraux, en particulier avec Cito Cavé, avec un projet appelé La fillette couverte de paille, et en 1989, il écrivait sa pièce, L'autre bon d'Henri Lié, inspiré par divers courants culturels, le vaudou aussi bien que par le théâtre classique grec. On trouve dans ses œuvres de théâtre une sorte de fusion qu'il traduisait dans un théâtre nettement ou précisément haïtien, dans une esthétique haïtienne. Sa recherche de cette esthétique incorporait ainsi des chœurs, des danses, des chants et une poétique fortement influencée par le chant rituel. Sa production de romancier est également remarquable, comme vous le savez certainement. En 2011, son roman La Fraisaie, un monologue par un personnage qui en même temps s'accuse lui-même et se défend d'un crime, est une œuvre originale et importante. Et plus récemment, il s'est plongé dans l'écriture d'un genre qu'il a appelé non fictionnel, d'un type de roman qui est un petit peu dans la veine, si on veut, de ce que Truman Capote faisait In Cold Blood. Dans l'ombre d'une exécution, toute l'enquête sur l'affaire Kouakou, publiée en 2010, reflète ce travail. Et en ce moment, actuellement, son travail le plus récent, autour de la disparition de Jacques-Stéphane Alexis, est en voie de publication. Je vous présente enfin notre modératrice, Sophie Marignès Le Breton, professeure de français à BMCC, Borough Manhattan Community College, un des collèges de CUNY, et qui a obtenu son diplôme doctoral du PhD Program in French, spécialiste du français de la période Early Modern, du XVIe et XVIIe siècle. Elle a écrit sur les femmes et sur les demeures qu'elles ont construites durant les XVIe et XVIIe siècles comme expression de l'identité de genre et de la relation de pouvoir. Dr Marignès a reçu de nombreux prix et bourses, y compris le Carolyn Morton Ashland Dissertation Fellowship, le Marandon Fellowship, le Carolyn Heilbrun Dissertation Award et en 2013, un NIH Super National Endowment of Humanities Summer Stipend. Elle a parlé abondamment à toutes sortes de conférences nationales, y compris le MLA et le Renaissance Society of America. À part son travail dans la période moderne, je devrais préciser, dans la période pré-moderne, professeur Marignès a eu une longue tradition de travail dans les études caribéennes qui se reflète dans son travail sur la politique engagée chez les artistes de performance dominicains tels que Josefina Baez et son engagement qui ne défaut pas à la justice et à la vérité dans la région, exemplifié par son rôle actif dans la campagne contre les lois discriminatoires qui sont actuellement mues par le gouvernement dominicain. Je vous remercie, mesdames, messieurs, et je vous invite donc à écouter nos conférenciers tout en notant, encore une fois, la place centrale de Madame Narcisse qui se cache au fond, mais qui est l'artisan de tout ceci, et en rendant aussi un hommage à ma collègue Julia Pushbush, qui est la directrice du programme de PhD et qui soutient tous nos efforts. Merci infiniment, nous sommes vraiment honorés de votre présence, et maintenant la parole est à vous.
Sabine, merci Jasmine pour m'inviter ici. C'est vraiment un honneur et un plaisir de modérer cette table en tant que dominicaine, en tant que non-haïtienne, en tant que non-spécialiste des droits humains en Haïti, mais en tant qu'ancienne habitante d'un pays frangin d'Haïti, je me trouve particulièrement honorée d'être ici avec vous ce soir. Et ce sera en tant que personne externe à Haïti que je donnerai cette écoute et que j'essaierai de participer à la conversation. Parce que je n'ai pas cette spécialisation dans la recherche, mais j'ai un vécu en République dominicaine, surtout à un moment où l'impunité a marqué la vie des Dominicains, en particulier le régime de Joaquín Balaguer dans les années 60 et 70, qui ont été caractérisés par des assassinats, des fusillades, et des tortures et des viols qui n'ont jamais été punis. Je vais vous passer la parole, mais d'abord ce qu'on va faire ce soir, l'agenda, c'est que M. Pierre-Richard Narcisse va d'abord faire son intervention de 20 minutes, et puis après on va passer la parole à Mme Montas, qui va aussi parler pendant 20 minutes, et puis on va commencer les questions et entamer une conversation sur le sujet. D'accord? Donc je vous passe la parole. Merci, Sophie. Merci aussi le professeur Sotman pour cette présentation chaleureuse qui est bien faite de moi, bien que sache que je me le mérite. Le citoyen haïtien en moi ne peut qu'applaudir vivement à cette initiative de l'Institut français Henri Père d'ouvrir un débat sur l'impunité en Haïti. Car voilà un problème en effet qui s'est toujours posé de façon cruciale chez nous. Au point qu'à mes heures de pessimisme extrême, il m'arrive même de me demander s'il n'a pas fini par avoir raison de nous, s'il n'a pas fini par engloutir la société haïtienne. Ordinairement, quand on pense à Haïti, on voit problèmes économiques, problèmes de ressources humaines, cadres techniques, compétences, etc., instabilité politique chronique qui empêche la construction et l'avancement du pays. Et très peu de gens, en fait, s'attachent à interroger les dégâts majeurs que ne laisse de causer ce fléau dévastateur que constitue l'impunité. Oui, l'impunité sous toutes ses formes et dans tous les domaines, qu'elle ait trait à des crimes commis directement par l'exécutif ou simplement tolérés par lui et par les autres corps de l'État. Et pourtant, elle est là, cette impunité. Et tel un cancer, à notre insu, elle nous travaille au corps. Et ces dégâts sont nombreux et mesurables. Je pense par exemple au fatalisme excessif du peuple haïtien. Le peuple, s'il en est le plus sceptique, le plus pessimiste de la terre. Ce peuple n'a confiance en rien, encore moins en l'État, une entité avec laquelle il entend le moins possible avoir affaire et qu'il considère comme un corps absolument étranger à lui. On peut aussi mentionner la reproduction à l'infini et jusqu'à la nausée même de schémas de comportement répréhensibles
propre à jeter le doute, à saper toute énergie. Il y a aussi enfin ce climat de banalisation excessive du fait délictueux et qui ne laisse, à mon avis, d'avoir un impact profond sur notre attitude même devant le crime. D'abord, notre capacité à l'identifier. Que y a-t-il crime ou non? Ensuite, cette banalisation devenue simplement réflexe. On ne demande pas compte, on n'a pas le moindre souci, la moindre velléité de demander compte. À quoi bon demander compte? Évidemment, historiquement, le tableau ne se présente pas toujours aussi sombre. Et il est arrivé à l'exécutif, sous pression ou non, de demander compte, de faire parade de l'égalité. Mais qu'on ouvre par exemple le livre précieux d'Alain Tournier, quand la nation demande des comptes, et on est vite frappé de faits clairs, de faits récurrents. Les rares fois où l'État haïtien consent à demander des comptes, il s'agit le plus souvent de comptes de gestion des biens publics, d'une part. D'autre part, c'est toujours le fait de gouvernements successeurs vis-à-vis de son immédiat prédécesseur. C'est-à-dire l'opposant et immédiat qui, parvenu au pouvoir, en quête de légitimité, peut-être entend infliger une leçon. Et par ailleurs, ça se termine toujours, pour ainsi dire, à la cloche de bois en queue de poisson. Mis sous séquestre des biens, suivi plus tôt que tard d'une levée attendue de séquestre. Qu'on ouvre Debout les morts de Georges Michel, livre ayant trait au massacre au mois de juillet 1915 des prisonniers politiques sous Villebon-Guillaume-Sall, ou dans l'ombre d'une exécution, livre ayant trait à la fusillade sous Nord-Alexis et au mois de mars 1908 de 10 citoyens, notamment du poète Massillon Kouakou, et l'on se rend compte également de ce fait contradictoire. L'action publique, mise en mouvement par un officier volontaire du ministère public, n'aboutit pas à faire condamner les coupables, car l'exécutif, en la personne de son chef, intervient toujours au nom de la politique pour faire échouer les procès. Les excuses. La gauche. Joint à un dénuement éducationnel extrême, à une société civile déficiente et sans point d'appui social, c'est cet ensemble de faits récidivants, si je puis dire, qui a fini par constituer en Haïti ce que j'appelle une culture même de l'impunité. C'est-à-dire une culture où fauteurs et victimes n'ont qu'une conscience vague de leurs droits et devoirs, où la prévarication, la répression politique finissent par faire partie de leur moi intime, par être intériorisées comme une dimension normale du quotidien. Culture qui ne laisse d'avoir pour corollaire, évidemment, comme le note si bien l'avocate des droits humains Gilbert Desboisvieux, la déstructuration des individus. L'amnésie collective, source évidente de reproduction. Ce que n'a compris Haïti, sauf erreur, la Hennek Urbon appelle notre présent permanent.
En effet, s'il n'y a ni sanction, ni souci de sanction, il ne saurait y avoir de point de repère, et sans point de repère, il ne saurait y avoir mémoire, et a fortiori, possibilité de dépassement et de construction. Cette culture de l'impunité ne laisse d'avoir pour corollaire également cet état de déliquescence plutôt avancé de notre société. Cette absence de rigueur généralisée entraînant forcément toujours moins de rigueur, et ce, jusqu'à l'incertitude la plus totale. Combien de gens sont morts à Fort-Dimanche sous le règne des Duvalier? Combien exactement ont trouvé la mort lors du massacre des prisonniers politiques en 1915 sous Villebon-Guillaume-Sam, lors du massacre de Trujillo au mois d'octobre 1935 en République dominicaine, lors du massacre de la Ruelle Vaillant le 29 novembre 1987, lors de l'explosion du Palais national en 1912, oui, combien? Voilà ce qu'on s'avère sans doute incapable de dire avec exactitude. Mieux, voilà ce qu'on ne cherche même pas à savoir avec exactitude. Pour avoir atteint sans doute un niveau sans précédent durant les 29 ans de règne sanglant et destructeur des Duvalier, il peut paraître banal de parler d'impunité sous les Duvalier. Un régime totalitaire qu'il a érigé en principe même de gouvernement et comme moyen évident de terreur. Et sous lequel, comme le remarque si bien Michel Wolff-Trouillot, s'est constaté un élargissement de la violence politique à des catégories de citoyens épargnés jusque-là dans notre histoire. Je parle des femmes, des enfants, des nourrissons. Lisez Bain de sang en Haïti d'Albert Chassagne, les cachots de Duvalier de Marc Romulus, Fort-Dimanche, Fort-la-Mort de Patrick Lemoine, le triangle de la mort de Claude Rosier, le prix du sang de Bernard Dietrich, Haïti, jamais, jamais plus du Cresfet, et vous en serez pleinement convaincus. Oui, pour avoir atteint sans doute, disais-je, un niveau sans précédent durant les 29 ans de règne sanglant et destructeur des Duvalier, ce problème évidemment ne saurait être lié pour autant à une conjoncture précise et prend racine profondément dans notre histoire de peuple. Quelles en sont les causes réelles? Quelles en sont les causes profondes? Un départ historique hypothétique, de la part d'anciens esclaves et affranchis, une manière particulière d'habiter le pays, l'incompatibilité profonde entre les valeurs héritées de ces domaines, valeurs empreintes forcément de violence, d'inégalitarisme et de mépris de la vie humaine, et les valeurs de dignité humaine, de citoyenneté et, si vous voulez, d'humanisme que réclame forcément une véritable république, condamnée sinon à être une pure façade. Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que notre nation est née d'affranchis et d'anciens esclaves et fut dans un contexte marqué par l'isolement, le fait essentiel de militaire, la plupart obscurantistes et illettrés. Et que le projet de république qu'elle devient très tôt ne laisse de faire bon ménage avec un autoritarisme marqué et un ostracisme,
c'est pas trop fort, évident de la paysannerie, gruger au possible et laisser pour compte. Oui, quelles en sont les causes réelles? Une propension de l'exécutif à inféoder les autres pouvoirs, donc à étouffer toute contradiction. Un état d'instabilité politique chronique, source de précarité, ou encore répondant aux vœux de Frédéric Bancelin, l'émergence difficile, sinon impossible, d'une classe éclairée d'entrepreneurs, garante aussi bien de l'ordre social que des projets de droits humains. Voilà des éléments dont il sera très probablement question dans le panel historique de l'ANEC Yobo, ne contentant-moi de les pointer rapidement du doigt, ne contentant-moi du simple constat de cette culture évidente de l'impunité qui ne laisse de prévaloir et hautement dans notre pays. Abordons plutôt à présent mon véritable sujet, à savoir les 2 livres que j'ai écrits relatifs à des faits historiques sanglants et quels motifs précis m'ont poussé à les écrire. Ça va? C'est un désespoir. C'est dur. Je m'en sortirai. C'est en pleine conscience, en effet, de cet état de fait. Je parle de cette culture de l'impunité que j'ai écrit ces 2 livres qui me valent d'être aujourd'hui dans ce panel. Dans l'ombre d'une exécution et autour de la disparition de Jacques-Stéphane Alexis. Dans l'ombre d'une exécution, voilà un sujet plutôt prenant, plutôt absorbant. Car, outre qu'il s'agit de l'exécution de 10 citoyens, notamment du poète et dramaturge Massimo Kwaku, il s'agit également d'un contexte particulier de notre histoire d'avant 1915, donc d'avant l'occupation américaine. D'un contexte où souffle un vent très fort de libéralisme et qui, pour la seule et unique fois dans notre histoire plutôt sanglante, va avoir une presse écrite. Je parle du périodique L'Impartial avec pour directeur l'inoubliable Pierre Frédéric, et qui pour la première fois va avoir une presse écrite, tenter une enquête d'envergure sur le crime, en l'occurrence une exécution politique. 4 mois assidus d'enquête et qui ont accouché de près d'une 40aine d'interviews. Donc, je n'aurais pu en aucune façon rater un tel extraordinaire événement. Et autour de la disparition de Jacques-Stéphane Alexis, c'est plutôt l'expérience inverse. À savoir, une nation qui, à de rares exceptions près, affiche une propension marquée à ne pas demander compte, et qui, pendant de longues années, se voit donc condamnée à répéter des on-dit insidieux, par conséquent devenus des narratives sur la mort de l'écrivain Jacques-Stéphane Alexis. Parlons d'un homme d'une exécution, rapidement. Ce livre traite d'une histoire plutôt horrible. Elle a vu le jour au mois de mars 1908, le 15 mars exactement, sous le gouvernement du général Nord Alexis, dit Tonton Nord.
c'est la fusillade sommaire, je l'ai dit, de Massillon-Kouakou, de 2 de ses frères et de 7 autres concitoyens. Donc au total de 10 personnes. Fusillade sommaire perpétrée dans la nuit du 15 mars, je viens de le dire, je le répète, sur la place du cimetière extérieur de Port-au-Prince, et ce, sous accusation imposante de complot. Ces faits consommés, les choses en restèrent là, évidemment, et la vision qui prévalait à ce moment était celle de l'ordre du jour présidentiel, selon lequel, d'abord, que ces hommes étaient tous de connivence avec l'homme d'État et écrivain Anténor Firmin. Anténor Firmin, c'est l'auteur bien connu de, entre autres, de l'ouvrage de l'égalité des races humaines, une réponse articulée aux thèses racistes ayant voix au chapitre à l'époque. Il est à ce moment chef du Parti libéral. Dans cette époque des baïonnettes, il incarne, lui, ce renouveau attendu, ces aspirations de changement qui entendent imposer un pouvoir plus civil que militaire, avec tout ce que cela sous-entend, évidemment, de réforme dans nos mœurs et nos institutions, de respect des libertés consacrées par la Constitution, de réponse précise aux défis qui, à ce moment, à ce tournant miroitant de la belle époque, ne laissent de s'imposer à nous, jeunes nations nègres. Oui. La vision qui prévalait à ce moment était celle de l'ordre du jour présidentiel. Donc, il disait, ces hommes sont tous de connivence avec Anténor Firmin. Ensuite, que ces hommes avaient tous été pris les armes à la main. Évidemment, on ne voulait pas laisser croire qu'il y avait que c'était une fusillade froide. Que ces hommes avaient tous été pris les armes à la main. Enfin, elle jetait une infamie irréparable sur le poète Massillon-Kouakou, laissant à croire que les dénonciations dont avaient été victimes certains de ces co-fusillés venaient directement et notez bien spontanément de lui. Évidemment, détruire l'ennemi physiquement, certes, mais le détruire sa réputation aussi. L'anéantissement total, l'anéantissement absolu et irréparable du sujet. C'est ce que nous avons toujours fait. Et cette vision, on en frissonne, serait restée la vision des faits, serait restée la narration véritable, la narration incontestable de l'affaire Kouakou, si un an plus tard, au lendemain de la chute de Nord Alexis, cette enquête n'avait eu lieu. Formant le cœur même de mon ouvrage, souffrez que je vous en parle rapidement. En effet, au lendemain de la chute de Nord Alexis, grâce à Pierre Frédéric, journaliste d'une conviction et d'une détermination exceptionnelle, il revient d'exil le 13 décembre 1908 à la chute du gouvernement. Ces faits donneront lieu à un acte d'accusation éclatant de l'impartial. Une sorte de j'accuse en abrégé. 36 noms de personnes épinglées par cet hebdomadaire comme ayant pris une part active à cette fusillade. Ces faits donneront lieu également à une enquête journalistique qui s'étendra sur 4 mois, de janvier à avril 1909, enquête, j'aime à le constater, sans précédent et sans postérité dans nos annales. Exception faite d'ailleurs des enquêtes de Jules Huret en France, aussi bien que de l'affaire Dreyfus, on a rarement vu à l'époque une utilisation aussi intense de cette technique
à l'époque, somme toute, assez récente du journalisme. Je parle évidemment de l'interview. Près d'une quarantaine de gens rencontrés et interviewés, les parents des victimes, les amis, les acteurs du drame, aussi bien que les préposés du cimetière, les fossoyeurs, sans compter un nombre incroyable de lettres émanant de gens épinglés par l'acte d'accusation et réagissant aussi et à bon droit contre les affirmations des interviewés. Laissez-moi aussi ajouter que grâce à l'initiative et au climat de mobilisation créé par ce journal, cette fusillade donnera également lieu à une manifestation assez touchante de réparation. Manifestation en vue de laquelle seront exhumés les dépouilles des victimes pour faire l'objet d'une translation dans de moins sommaires sépultures. Et ajoutons aussi, fait rare, que dis-je, fait unique en Haïti, cette mobilisation donnera lieu à 3 procès successifs. En réalité, une demande de levée d'immunité parlementaire des députés impliqués dans l'affaire, parce qu'il y avait des députés impliqués dans cette affaire, et puis 2 jugements de prévenus. En plus de nous restituer l'atmosphère, les bruits et les fureurs de cette fameuse nuit-là, que nous a appris en gros cette enquête, que l'ordre du jour présidentiel mentait effrontément. Que les victimes, je crois l'avoir déjà dit, n'avaient nullement été prises les armes à la main, mais arrêtées pour la plupart dans leur lit. Que, contrairement à ce qu'on donnait à croire, le poète Massillon Kouakou n'avait dénoncé personne. Que le véritable dénonciateur du complot était plutôt son propre frère adoptif, le général Jules Kouakou, qui avait adhéré à ce complot, mais l'avait dénoncé au pouvoir pour se maintenir en poste. Que ce frère Jules Kouakou, de machiavélisme terrible, avait organisé le piège même dans lequel était tombé ce poète. Il l'invite à venir chez lui prendre possession d'une caisse de munitions, et au sortir de chez lui, Massillon tombe dans un cordon de police qui l'attendait. Une histoire, j'aime à le dire aussi, digne de l'enfer de Dante. Elle nous apprend aussi que les prisonniers exécutés n'étaient pas tous coupables de complot. Certains avaient été victimes de règlements de compte, d'autres d'erreurs sur leur identité. On cherche, par exemple, un certain Paul Seffleur, on arrête de Paul Seffort. Il se récrit, proteste de son innocence, mais on le conduit devant le peloton. Cette enquête révélait aussi que ces arrestations et cette fusillade sommaire, qu'on croyait le fait circonscrit et unique de militaires, s'était accompli au contraire sous le regard approbateur de notables de la vie. Certains députés ayant même prêté main aux arrestations. Cette enquête, bref, jetait et jette de façon irremplaçable une lumière éclatante, une lumière déconcertante sur les excès auxquels peut mener le fanatisme et sur les manières terribles dont opérait un autoritarisme ancré dans nos traditions
autoritarisme aveugle et peu scrupuleux des droits humains. Voilà donc une initiative exemplaire et qui aurait pu se révéler une date marquante de notre histoire. Mais l'exécutif, à la personne de son chef, Antoine Simon, aussi bien que la Chambre des représentants, vont vite s'arranger pour la mettre partiellement en échec. D'abord, la demande de levée d'immunité parlementaire échoue. La commission spéciale formée à la Chambre des représentants pour, en vue de statuer sur cette demande de levée, déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuite. Lors du second procès, juges et témoins sont soudoyés et les principaux accusés relaxés. Lors du troisième procès, reconnu coupable d'avoir contribué à faire périr entre autres ses propres parents, Jules Kouakou est condamné à la fusillade. Mais tenez-vous bien, à la faveur de l'accession au pouvoir de Tancred Auguste, il était l'ami de Tancred Auguste. À la faveur de l'accession au pouvoir de Tancred Auguste, il voit sa peine commuée en 5 ans de prison. Encore mieux, il est relaxé purement et simplement 1 an plus tard par le président Michel Aurès et du même coup réintégré tranquillement dans l'armée à son rang de général de division. Magnifique, non? L'impunité de fait qui s'auréolait ici du prestige évident de ce que Gilbert Desboisvieux appelle l'impunité de droit. Lisez Debout les morts de Georges Michel. L'exemple sera suivi peu après, en 1917, lors du procès des militaires accusés d'avoir prêté main au général Charles-Oscar Étienne dans le massacre des quelques 300 prisonniers politiques et de droit commun perpétrés au pénitencier national le 27 juillet 1915. Tous feront, par le président Sud d'Antignane, l'objet d'un acte claironnant d'amnistie accordé le 17 août 1915 au nom de la réconciliation nationale et comme don de joyeux avènements. Au dire de certains, il avait fait ce massacre pourtant 127 veuves et des centaines d'orphelins. Je vais finir rapidement. J'ai fini avec ce livre. Autour de la disparition de Jacques-Stéphane Alexis. Maintenant, et pour finir, j'ai dit que c'était l'expérience inverse. À savoir, une nation qui n'affiche aucune propension à demander compte, même dans le cas d'un être exceptionnel comme Jacques-Stéphane Alexis, et qui pendant des années se voit donc condamné à répéter des on-dit insidieux, devenus par conséquent de narratifs. La version incontestable sur la mort de l'écrivain, du grand écrivain. Ces on-dit, quels sont-ils précisément? Que le débarquement le 17 ou le 18 avril 1961 de Jacques-Stéphane Alexis à Bombardopolis ou au Mont-Saint-Nicolas, c'est pas encore fixé, était de débarquement armé. Ensuite, qu'il a trouvé la mort sur les lieux mêmes du débarquement. Aucun texte ne résume mieux ses croyances que celui consacré par Charles Dupuis à Jacques-Stéphane Alexis,
est tiré de son livre Le coin de l'histoire, tome 1, paru en 2006. Donc permettez donc que je cite un extrait pour vous. Je le cite. En avril 1961, Jacques-Stéphane Alexis débarqua dans le nord-ouest avec quelques compagnons d'un vieux rafio qui arrivait de Cuba. Il avait choisi l'aventure des armes pour renverser la dictature. On ne mit pas le temps pour arrêter Jacques-Stéphane Alexis, sur lequel on trouva une somme d'environ 15 000 $. C'était la maigre fortune avec laquelle il comptait financer sa révolution. Il s'agissait de toutes ses économies, du montant des avances qu'il avait encaissées sur ses droits d'auteur. Jacques-Stéphane Alexis fut capturé au lieu-dit Chanson le 22 avril 1961, le jour même de ses 39 ans. Duvalier ordonna aux officiers Jean Beauboeuf et Sonny Borges, ainsi qu'à un dénommé Clercé, de le lui ramener au palais. Ces derniers revinrent en bredouille. Donc, Duvalier n'a rien. Ces derniers revinrent en bredouille, en prétendant qu'ils étaient arrivés trop tard pour sauver la vie du prisonnier, que les miliciens avaient déjà torturé à mort et enterré. Or, ne voilà-t-il pas qu'à 10 ans d'intervalle, deux ouvrages exceptionnels viennent apporter un jour nouveau sur cette déplorable histoire. Il s'agit de La passe du vent d'Éric Sarney et Le prix du sang de Bernard Dietrich. Sarney est de franco-algérien, j'aime à raconter cette histoire, ayant lu Jacques-Stéphane Alexis et mis au fait du mystère ne laissant d'entourer sa mort par la petite notice biographique consacrée par Gallimard à Jacques-Stéphane Alexis, il se décide à rentrer en Haïti qu'il ne connaît même pas. Et ce, dans les années 90, il se décide donc à rentrer en Haïti, enquêter sur sa mort. Il fait la connaissance de Rassoul Labouché, un ancien membre du PEP, le parti d'entente populaire fondé par Jacques-Stéphane Alexis. Il fait la connaissance d'André Oumer, la veuve de Jacques-Stéphane Alexis. Il rencontre aussi d'autres gens désireux de l'aider dans son enquête, notamment un marchand de fruits de mer qui se rendait souvent au Mall Saint-Nicolas, lieu où avaient été faits prisonniers Jacques-Stéphane Alexis et ses compagnons. Et ce sont ces entrevues avec ces différentes personnes qui forment, si vous voulez, la base de son ouvrage. Or, ne voilà-t-il pas, disais-je, que c'est deux sous-lieutenants des forces armées d'Haïti, dans lequel se trouvent consignés les objets retrouvés en possession des prisonniers. Au milieu d'une somme relativement importante d'argent, 13 000 $ américains, déclare Jacques-Stéphane Alexis dans un reçu sous-signé de lui et publié aussi par Dietrich. Donc au milieu de cette somme, et d'objets personnels des prisonniers, montres, caméras, flashlight, porte-rasoir, par-dessus, une pioche, une jumelle, une pince, des papiers importants. Donc au milieu de tout ça, un pistolet Colt calibre 38 et 3 chargeurs. Ils sont venus faire la guérilla avec un pistolet avec un 31, avec un Colt calibre 38. La vérité nous disent Dietrich et Sarney,
La vérité, c'est qu'Alexis devait conduire une délégation de 3 représentants du peuple à Moscou, au congrès des 81 partis communistes et organisations ouvrières, tenu le 16 novembre 1960. Les entrées et sorties des citoyens haïtiens étaient strictement surveillées. Il fallait obtenir un visa de sortie du palais national et un visa de consulat à l'étranger pour revenir au pays. Selon Sarner, il demande un passeport et un visa de sortie du territoire qui lui sont refusés. Il put quitter clandestinement Port-au-Prince, utilisant le passeport de militant de 23 ans, Bernard Célestin, qui était de même taille que lui. Départ que le document publié par Diedrich nous permet de fixer au 12 août 1960. De retour donc du congrès, que fait-il? Alexis fait cap sur Cuba. Il ne peut pas rentrer, lui. Rassoul Laduchet, qui faisait partie de la délégation, rentre. Lui, il fait cap vers Cuba, sur Cuba, où il rencontre les 4 compagnons avec qui il va tenter cette malheureuse aventure. Rentrer où? Donc, sorti illégalement, s'il veut rentrer, il n'a d'autre choix que de rentrer illégalement. Et voilà. Rentrer où exactement? Au Gonaïve, son berceau natal, terrain certes familier à lui. Et il semble que il aurait résidé là de manière de la clandestinité. Au Gonaïve, donc son berceau natal, terrain certes familier à lui. Cette rentrée coïncide, ne l'oublions pas, avec les événements de la baie des cochons. Et selon Diedrich, c'est ce qui fait échouer la tentative. C'est une thèse. Car les bateaux de guerre de la flotte atlantique américaine, patrouillant dans les eaux, dans son empressement à regagner Cuba, la vedette cubaine qu'on a mise à leur disposition, les largue au nord de la baie du Môle, et ce, comme prévu, dans un canot de caoutchouc gonflable. J'ai presque fini. C'est très intéressant. Attaquons-nous maintenant au second point, à savoir que ses compagnons et lui auraient trouvé la mort sur les lieux mêmes du débarquement. Là aussi, rien de plus faux. Interrogé par Diedrich, Claude Lauer, ancien officier des Grandes Côtes, reconnaît lui-même avoir commandé le bateau dépêché au Môle quérir les prisonniers, au nombre de 5. Au retour à Bizoton, vers 7 heures du soir, une voiture de police qui attendait emmena les prisonniers. Donc il semble que les emmenés au casernes de Salines, etc. Enfin, un témoignage crucial de Bernard Célestin, l'ami sous l'identité duquel était parti Jacques-Stéphane Alexis, et qui la manœuvre découverte avait été arrêté et enfermé au Front Dimanche. Un témoignage de Bernard Célestin prouve son passage d'une durée de 2 jours et demi dans cette prison. Il l'a raconté, c'est sur Internet, c'est disponible. Si Bernard Célestin l'a vu, mon apport personnel à cette enquête, c'est qu'avec ses compagnons,
il a été fusillé le lendemain de son arrivée à Fort-Dimanche. Ce que j'ai découvert, je l'ai raconté dans un texte paru sur mon blog en vol, tout à fait par hasard. Un jour de l'année 1986. Et par quelqu'un qui se donnait pour avoir été témoin oculaire du fait. Permettez que je cite l'extrait en question du texte. À connaître cette personne, on verrait qu'il n'y a aucune raison de douter de son témoignage. C'était par un certain soir d'une époque particulière de ma vie. Je faisais partie de l'organisation Zandrail, Enfants Tradition Haïtienne. Organisation créée en vue de promouvoir la défense du vaudou que certains milieux protestants, pour la plupart, préconisant vivement son déchoucage, assimilaient dangereusement à un instrument répressif au service du règne des Duvaliers. Nous avions l'habitude de nous retrouver chez moi à discuter de faits et d'autres, mais surtout du vaudou, de ses variantes régionales et du rôle indéniable joué par lui dans notre histoire de peuple, qui, ce jour-là, du terrain habituel de nos devisés, avait lancé la conversation sur le règne diabolique, démagogique et stérile de Papa Doc. La conversation s'orienta comme d'habitude sur les exécutions sommaires qui n'ont pas manqué de ponctuer le rêve. J'étais, moi, un peu distraitement à l'écoute quand j'entendis proférer cette phrase. « Elle est le t'a fusillé Stéphane Alexis Fort-Dimanche. » Traduction, et ce fameux jour où l'on procédait à la fusillade de Stéphane Alexis au Fort-Dimanche. Oui, Stéphane Alexis, pas Jacques Stéphane Alexis. Et c'est ce qui, je l'avoue, me rendait un peu distrait de ce luxe de détails qui se prodiguait. Occupé que j'étais à essayer mentalement de faire le point, à démêler, si j'avais jamais ouï dire que Stéphane Alexis, l'un des miraculés du massacre des prisonniers politiques sous Villebois-Guillaume Sam, et père de Jacques Stéphane Alexis, avait lui aussi été victime de la papadocratie. N'avait-on pas fait aussi vaguement mention de messieurs, ce qui avait sans doute dû ajouter à ma confusion, car contribuant à m'éloigner davantage de Jacques Stéphane Alexis, qu'adhérant secrètement à je ne sais quelle version de sa mort, je m'étais toujours représenté et comme crevant tout seul dans une cellule au Fort-Dimanche. On en était en tout cas à l'ordre donné par Papa Doc lui-même de faire feu. Quand c'était lui ce jour-là qui en personne commandait le peloton d'exécution. Quand pour ma gouverne, n'y tenant plus, je me fis fort de demander une petite clarification. Ma voix, l'émotion qui à mon insu faisait vibrer mon thème, en tout cas, ma question se heurta à un mur imprévu et blanc de silence. Et je vis mon hôte qui m'observait se refermer littéralement sur ses mots. Venait-il de prendre conscience de quelconque danger à faire état de tels témoignages en cette effervescente année de 1986, année qui a vu la chute de Jean-Claude Duvalier, ou venait-il tout simplement de prendre conscience de notre différence fondamentale de référence et de parcours? Je n'insistais point, et je me promis d'éclaircir ce fait plus tard.
mais je n'en ai eu jamais l'opportunité. Plus tard, bien plus tard, j'ai appris que Stéphane Alexis, père de Jacques Stéphane Alexis, était mort le 15 août 1962 en exil à Caracas. Et non, évidemment, exécuté à Fort-Dioche. Donc, voilà, j'ai fini. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Par devoir de mémoire, je dirais. Par souci de la vérité pure et simple. Et autour de la disparition de Jacques Stéphane Alexis, par souci surtout d'exorciser la honte. Pour qu'il ne soit point dit que nous ayons été dupes du pouvoir du Valérien. Que notre indifférence absolue vis-à-vis de nos morts, même dans le cas de Jacques Stéphane Alexis, que notre refus catégorique de toute investigation des circonstances précises entourant leur disparition nous est retrouvé à reproduire des ondits insidieux, certains suggérés même par une manipulation évidente du pouvoir. Merci. Merci pour cette intervention passionnante. On va passer tout de suite à la dernière place. C'était vraiment intéressant. On a passé un petit peu les dernières minutes, mais n'hésitez pas à vous interrompre. Tellement on était glués à votre histoire. C'était. Je n'osais pas. On ne pouvait pas, ça aurait été un sacrilège. Merci. Donc, Madame Montas, c'est bon, d'abord, je voudrais dire merci au professeur Sautman pour son introduction tout à l'heure, vraiment qui m'a fait plaisir. Et puis merci à Jasmine, parce que c'est elle qui m'a contacté et c'est avec elle que j'ai un petit peu préparé tout ça. Et puis notre modérateur Sophie Marinès pour cette rencontre aujourd'hui, autour de ces trois mots-clés, impunité, responsabilité et citoyenneté. Et puis je veux dire aussi merci à Pierre Richard parce qu'il a campé, il a exprimé tout ce que je voulais décrire sur l'impunité et sur cette culture dans laquelle nous baignons. Je vais parler moi plus spécifiquement d'autre chose, mais ces mots impunité, responsabilité et citoyenneté sont depuis plusieurs années pour moi au cœur d'une quête professionnelle, d'une quête personnelle, en tant que journaliste et en tant que citoyenne d'un pays que l'impunité a rendu dysfonctionnel. Je vais en partie vous décevoir. Notre rencontre a pour sous-titre « Chemin et voie pour la justice dans la littérature haïtienne ». Je ne parlerai pas littérature aujourd'hui. On va effacer ça. On va effacer ça. Alors, comme beaucoup d'entre vous, je me suis nourrie de textes haïtiens qui ont compté la dictature, qui ont compté la violence, qui ont compté la résistance. Edwige Dantica, The Do Breaker, Create Dangerously, Daniela Ferrière, Le cri des oiseaux fous. J'ai lu et j'ai beaucoup aimé Amour, colère, folie de Marie Chauvel, Les rapaces du même auteur. J'ai lu Saison sauvage de Kathleen Mars, Un alligator nommé Rosa de Marie-Célie Agnan et Le nègre crucifié de Gérard Étienne. J'ai lu Mémoire d'une amnésique de Gigi Dominique et je viens de terminer la lecture de son dernier manuscrit, L'écho des voies parallèles, où la dictature hante les esprits, les cœurs et aussi l'imaginaire des victimes et des bourreaux en Haïti comme au sein de notre large diaspora. Je veux retenir aujourd'hui un geste d'un homme de lettres, geste passé peut-être inaperçu, mais qui relie le monde de la littérature à celui du vécu de la justice bafouée et de l'impunité, celui d'Anthony Phelps. Ce poète haïtien vivant à Montréal a refusé de recevoir en 2012 une décoration présidentielle pour exprimer son indignation devant l'impunité dont continue de jouir l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier, revenu en Haïti en janvier 2011. Je le cite, « Je ne saurais accepter un hommage en tant qu'auteur de mon pays que voici, tant et aussi longtemps que Jean-Claude Duvalier ne sera pas traduit en justice. » Alors, fini avec la littérature, je commencerai ce soir par un proverbe haïtien. Bac oublié, pour des macs songés. Ceux qui infligent les coups oublient, ceux qui portent les cicatrices se souviennent.
C'est en tant que journaliste, comme survivant, comme témoin et comme plaignante que je veux aborder notre échange aujourd'hui autour de ce thème de l'impunité. Nous tiendrons ce soir aux 50 dernières années de notre histoire. Je ne vais pas m'aventurer comme Pierre Richard à aller plus loin, et sachant que d'autres intervenants se pencheront au cours des prochains mois sur ces questions et sur les racines de l'impunité en Haïti. Et je tiens ici à remercier l'Institut Henri Père de cette remarquable initiative de réflexion. Moi, je crois qu'il était temps que ce soit fait et il était temps qu'on puisse en discuter. Je me suis en effet partie civile dans 2 procédures judiciaires qui aboutiront, je l'espère, à 2 jugements formels. Il s'agit de 2 cas qui mettent en question la culture tenace d'impunité, devenue un état de fait en Haïti depuis des décennies, la culture de l'impunité dont parlait Pierre Richard. Ces 2 cas, aujourd'hui, devant la Cour d'appel de Port-au-Prince, mettent à l'épreuve la notion même de démocratie et celle de développement du pays en un État véritablement souverain et véritablement responsable. Il reflète surtout le combat actuel de tant de citoyens haïtiens, de tenter de transformer les pénibles souvenirs d'un passé récent de dictature et de violence en pierre et en ciment dans la construction d'un État de droit. Le premier cas est celui de Jean-Claude Duvalier, nommé président à vie, comme vous le savez, en 1971 par son père, le dictateur François Duvalier, après 14 ans d'un régime brutal. Renversé par une révolte populaire et soustrait à toute justice par un exil doré de 25 ans en France, Jean-Claude Duvalier est revenu en Haïti en janvier 2011, apparemment confiant qu'il serait protégé. Aujourd'hui, nous sommes 29 plaignants à exiger que Duvalier soit jugé pour violation massive de droits de l'homme et crimes contre l'humanité. Je suis aussi partie civile dans un second cas, devant la justice haïtienne depuis 14 ans, celui de l'assassinat commandité le 3 avril 2000 de mon mari Jean-Dominique, journaliste, directeur de Radio Haïti, une station privée. Pourquoi lier ces 2 cas? Vous allez me demander. Après tout, Jean, emprisonné sous François Duvalier, exilé de force par Jean-Claude Duvalier, sa station détruite en 1980, n'a pas été assassiné sous les 2 régimes des Duvalier qu'il avait combattus, mais lors d'une saison démocratique qu'il avait contribué à faire naître. Revenons à ces 2 cas emblématiques actuellement devant la même cour d'appel de Port-au-Prince, car ils sont au cœur de nos propos sur rendre compte et demander compte. Un exercice extrêmement rare en Haïti. Permettez-moi d'abord une note personnelle. J'ai vécu dans le silence et la peur lorsque j'avais 12-14 ans, ne comprenant jamais tout à fait pourquoi il y avait tant de sujets tabous chez nous à table ou à l'école, ou pourquoi il y avait certains jours des cadavres dans la rue. Au cours de l'été 64, ma famille a été forcée de se mettre à couvert après l'arrestation et la disparition d'une tante et de 4 cousins, coupables d'avoir eu un fils, un frère, soupçonnés de comploter à l'extérieur contre le régime de François Duvalier. Aucun n'était impliqué en politique. Enfermé à Fort-Dimanche, le redoutable Fort-la-Mort, le fort la mort de Duvalier, ils n'en sont jamais sortis, comme n'en sont jamais sortis des dizaines de milliers d'autres. Je suis devenu journaliste parce que je ne pouvais pas continuer à accepter le silence assourdissant de mon enfance et parce que je refusais d'avoir encore à me cacher. J'ai commencé à travailler à Radio Haïti en 1972. Le professeur en a parlé tout à l'heure. C'était sous le régime de Jean-Claude Duvalier. Jean-Dominique, qui devait plus tard devenir mon mari, avait transformé un outil de loisir, la radio c'était essentiellement de la musique à l'époque, en un organe d'information, utilisant pour la première fois le créole, la langue de la majorité du peuple haïtien, comme véhicule premier à un moment où le français était la langue d'expression de la majorité des médias. Parallèlement, une innovation technologique, celle de petits postes radio à transistors et à piles, distribués au début des années 70 par des églises pour évangéliser la campagne haïtienne, devait révolutionner le vécu haïtien, rendant l'information diffusée en créole sur ondes AM accessible à tous, le paysan de la vallée comme l'habitant des bidonvilles de Port-au-Prince. Ils avaient vécu pendant près de 2 siècles isolés par la langue, le français étant celle de l'élite, des gouvernants, de l'administration publique et de la justice, isolés aussi par la géographie d'un pays montagneux, sans accès à l'électricité et à l'information, au-delà des réseaux traditionnels des marchés.
Malgré les énormes contraintes de la dictature, le fait que la radio se mette à amplifier l'écho des voix des exclus, ceux qui auparavant n'avaient jamais été partie prenante à la construction d'un État, planteurs de café, de marmelade, riziculteurs d'artibonite ou pêcheurs sur la côte des Arcadins, cela contribue à une transformation profonde de notre société. Cela contribue à forger un sens nouveau de citoyenneté partagée. Si j'en parle dans le contexte de notre conversation ce soir sur l'impunité, responsabilité et citoyenneté, c'est qu'à la chute de la dictature en 1986, et en dépit de l'écrasement des médias indépendants 6 ans plus tôt, ces exclus ont exigé, jour après jour, leur participation à la res publica, à la chose publique, demandant que pour la première fois, ils soient partie prenante dans l'écriture de notre histoire de peuple. Parmi les exigences de la majorité, la justice. Lorsqu'à notre retour d'exil en 1986, les journalistes de Radio Haïti ont mené une enquête à Cité Soleil, le plus large bidonville de Port-au-Prince, l'exigence de justice avait priorité sur le logement, avait priorité sur la nourriture. Cette demande de justice n'a connu que des palliatifs. Pressée par l'opinion publique, l'armée qui avait pris la relève du duvalierisme en 1986 s'est vue forcée de faire juger Luc Désir, ancien responsable de la police secrète des Duvaliers, arrêté par près de 5000 manifestants à l'aéroport de Port-au-Prince, hâtivement jugé, condamné d'abord aux travaux forcés à perpétuité, puis plus tard gracié par un autre régime militaire. Jugement théâtre aussi de l'ancien lieutenant-colonel Samuel Jérémy, accusé de meurtre et torture, condamné à 15 ans de prison. On le retrouve évadé de prison en 1988, c'est-à-dire 2 ans après, et vivant tranquillement en Floride. Ces jugements bâclés, pour apaiser la colère des victimes, ont apporté très peu à la lutte contre l'impunité. Une autre initiative, locale et citoyenne, le tribunal populaire en 1986 à Côte-de-Fer, où victimes et bourreaux étaient entendus, en dehors du système judiciaire formel, a été étouffé dans l'œuf comme étant évidemment illégal par les militaires. En discutant justice et impunité, il est important de se souvenir que le duvalierisme au pouvoir a longtemps survécu au départ des Duvaliers. Une dizaine de massacres, restés jusqu'ici impunis, ont jalonné la période 86-90. Je vais en citer quelques-uns. Le 26 avril 1986, les militaires ouvrent le feu sur une manifestation pacifique honorant les victimes du duvalierisme. 15 morts, des dizaines de blessés. On n'est pas très sûr du nombre de morts. Aucune enquête judiciaire n'est ouverte. Premier, au 3 juillet 1987, des soldats abattent 22 ouvriers en grève au port de la capitale. Le 23 juillet 1987, 300 paysans sont tués à Jean Rabel. En 1999, 12 ans après, une commission est formée pour superviser l'enquête sur le massacre de Jean Rabel. L'enquête en question se poursuit toujours. 29 novembre 1987, les premières élections depuis la fin de la dictature sont noyées dans le sang. Pierre Richard en a parlé. 17 septembre 1988, des hommes armés pénètrent dans l'église Saint-Jean-Bosco, qui était la paroisse du père Jean-Bertrand Aristide, et tuent 13 fidèles lors de la messe du dimanche. De nombreux rescapés sont pourchassés dans les hôpitaux où ils sont soignés. Aucune poursuite judiciaire. 12 mars 1990, sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide, une trentaine de soldats et de civils armés, à la solde de grands propriétaires terriens, tuent 11 paysans dans le village de Piatre. 13 ans après, un juge d'instruction inculpe 53 personnes, dont le général Prosper Avril pour meurtre. Il n'y a jamais eu de procès. Je ne parlerai pas ici des centaines d'assassinats restés impunis de 1986 à nos jours. Je citerai quelques noms. Yves Bollel, le père Jean-Marie Vincent, Guy Malary, Serge Villard, Antoine Isméry, Yvon Feuillet, Jean Lamy, Jean-Dominique, Guito Toussaint, et plus près de nous, Hervé Desjans. La liste est longue, des victimes connues et des moins connues. Notre propos aujourd'hui, c'est un constat navrant. Que peu d'enquêtes aboutissent à des inculpations de présumés coupables et encore moins à un jugement. Ce tissu épais d'impunité de notre histoire récente n'a été déchiré que par 2 procès qui ont suivi le retour au pouvoir de Jean-Bertrand Aristide en 1994. Le plus important est sans doute le jugement des auteurs du massacre de Raboto, sous le coup d'État militaire de 1991 à 1994. Ce procès a été précédé du rapport de la Commission nationale de vérité et de justice,
chargé en 1994 d'enquêter sur les violations des droits de l'homme pendant le régime militaire. Ce rapport est le seul de ce genre dans l'histoire récente d'Haïti à tenter de faire la lumière sur les violations de droits humains et à demander des comptes. Le rapport de la commission remis au président Aristide et à la justice haïtienne en février 1996 couvrait en particulier le massacre de Raboto, lorsque le 22 avril 1994, des soldats et des forces paramilitaires du FRAPP attaquèrent à l'aube le quartier de Raboto au Gonaïve, réputé fidèle au président Aristide, alors en exil. Le bilan exact des morts enterrés sur la plage ou jetés en pleine mer n'a, encore une fois, jamais pu être établi. Mais le rapport de la commission a recueilli des témoignages détaillés des survivants, sur les tueries, les arrestations et les tortures, ce qui conduira en octobre 2000 au procès de Raboto mené sous le gouvernement de René Préval. Adama Dieng, expert indépendant et rapporteur spécial des Nations Unies en Haïti en 2000, a salué l'équité et la transparence de ce procès. Pour Amnesty International, ce jugement constitue l'un des plus importants acquis dans le domaine des droits de l'homme dans les Amériques. Ils l'ont dit dans un rapport qui date de 2004. Le procès de Raboto a été sans nul doute une date charnière et un événement sans précédent pour la justice et l'état de droit en Haïti. 59 personnes jugées par le tribunal pénal des Gonaïves, avec assistance de jury, pour leur implication dans ce massacre. 37 d'entre elles, y compris les responsables militaires du coup d'État de 91, le général Raoul Cédras et le colonel Michel François, ainsi que les leaders paramilitaires Emmanuel Constant, Toto Constant, et Louis Jodel Chamblin, inculpés sur la base de la théorie de la responsabilité et la complicité d'exécution, ont été condamnés à l'emprisonnement à vie. 16 et 22 accusés en garde à vue ont reçu des peines allant de 4 ans à la perpétuité. 5 ans plus tard, le 3 mai 2005, la Cour de cassation, dans une décision très controversée, annule les peines des personnes condamnées, selon les arguments avancés par la Cour suprême, le tribunal criminel des Gonaïves, siégeant avec assistance de jury, n'était pas compétent pour juger l'affaire, ce qui aurait entraîné la nullité de la décision. Mais quel que soit le résultat final, et je crois que ce n'est pas ça l'important, l'important pour l'avenir de l'état de droit en Haïti et pour un jugement éventuel de Jean-Claude Duvalier sont les conditions qui ont permis le jugement de Raboto et ce que signifie ce jugement. Une leçon importante de ce procès de Raboto, illustrée récemment lorsque Duvalier a été forcé de se présenter à la cour d'appel, et lorsque les anciens, en tant qu'accusés, et lorsque les anciens présidents Aristide et Préval ont dû témoigner devant le juge d'instruction dans l'affaire de l'assassinat de Jean-Dominique. Cette leçon importante est que les puissants ne sont pas au-dessus de la loi, qu'ils soient accusés ou simplement témoins, et que l'impunité ne peut continuer à régner en maître. De plus, le fait que le massacre de Raboto ait frappé une communauté pauvre a envoyé le signal de la fin possible d'un système élitiste de justice, réservé aux riches et aux puissants. Plusieurs facteurs ont permis l'aboutissement du procès de Raboto. La mobilisation sans faille du public, la volonté politique qui a assuré un support aux victimes, mais aussi un support aux tribunaux, leur donnant les moyens de mener à bien ce procès. Et enfin, le support international d'anthropologues et d'experts qui ont aidé à assembler des preuves qui ont été systématiques, des cadavres qui ont été déterrés, on a retrouvé des cordes autour des squelettes. Enfin, ça a été fait de façon extrêmement scientifique. Je dis ça pourquoi? Parce que ceci va être important s'il s'agit de poursuivre Jean-Claude Duvalier. Et c'est là que, pour moi, ce procès de Raboto est un procès charnière. À Radio Haïti, nous avions amplifié le rapport de la commission Vérité et Justice, particulièrement sur le cas emblématique de Raboto. Jean-Dominique avait enquêté comme journaliste sur le massacre à notre retour d'exil en 1994, n'a pas couvert le procès 6 mois plus tôt. 3 avril 2000, il avait été lui-même assassiné. Nos efforts de 14 ans pour exiger justice pour Jean-Dominique ont réuni par moments certains des éléments qui ont permis la tenue du procès de Raboto. L'assassinat commandité du 3 avril 2000 avait créé un émoi et une mobilisation citoyenne sans précédent dans toutes les couches de la société haïtienne. Jour après jour, des centaines de manifestants ont demandé justice à travers le pays pour ce journaliste assassiné, surnommé l'avocat du pays en dehors, comme nous continuons à appeler la campagne haïtienne. Le slogan adopté par près de 10 000 paysans réunis à Narbonne en juillet 2000 était « Si Jean pas joindre justice, qu'il est nous-mêmes la joindre. Si Jean ne trouve pas justice, quand est-ce que nous trouverons justice ?»
Pour eux, trouver justice sur ce cas emblématique signifie trouver justice pour les centaines d'autres victimes de la violence et de l'impunité. Pour nous, à Radio Haïti, ce cheminement de 14 ans sur le cas Jean-Dominique vers une vérité possible et vers éventuellement la justice a été parsemé d'embûches. 2 suspects morts en détention, l'un lynché dans un commissariat de police, un cadavre qui disparaît à la morgue, des témoins et des éléments de dossier portés disparus, le Sénat qui refuse de lever l'immunité parlementaire d'un suspect, une succession d'une dizaine de juges d'instruction qui se sont démis du cas ou ont été démis du cas, l'un d'entre eux gagne en exil après un refus initial du président Aristide de renouveler son mandat, la police refusant d'arrêter d'anciens officiers de l'armée, des menaces constantes contre nos journalistes, et finalement une tentative d'assassinat chez moi un jour de Noël 2002 et qui a coûté la vie à mon garde du corps, un jeune de 26 ans. Nous avons été forcés de fermer la station en février 2003, nous étions pourtant en saison démocratique. Trouver justice pour Jean-Dominique dans les tribunaux de son pays a signifié tenter de forcer le système judiciaire, rendu dysfonctionnel par 29 ans de dictature, à fonctionner. Une motivation semblable anime les plaignants sur le cas Duvalier. Un mois après notre départ d'Haïti pour un 3e exil en 2003, le juge d'instruction traitant du cas Jean-Dominique inculpait 6 hommes de main, assassins présumés et complices. Le 3 avril 2003, je portais le cas devant la cour d'appel par l'entremise de mon avocat, exigeant qu'en plus des tueurs à gages, la justice identifie les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat. De cour d'appel en cassation, de nouveau en appel. Le cas, 11 ans plus tard, vient de prendre un tournant décisif. Le juge d'instruction, chargé par la cour d'appel d'identifier les présumés commanditaires, a entendu, comme je l'ai dit, comme témoins les anciens présidents Aristide et Préval, ainsi que l'ancien chef de la sécurité du Palais national. Il a recommandé le 19 janvier dernier la mise en examen de 9 personnes, dont des proches de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, accusés d'avoir planifié et payé pour le crime. Deuxième cas, celui de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier. Avec une décision inattendue prise un mois après le rapport du juge d'instruction sur le cas Dominique et sans lien avec ce dernier cas, le 20 février 2014, 3 juges de la même cour d'appel jugent en effet recevables les plaintes pour crimes contre l'humanité soumises par 29 victimes de Jean-Claude Duvalier, renversant ainsi la décision précédente d'un autre juge d'instruction qui, en 2012, avait estimé contraire au droit haïtien la notion de crime contre l'humanité, ne retenant contre Duvalier que les accusations de détournement de fonds. Les 3 juges ont désigné l'un des leurs pour reprendre l'instruction contre Duvalier et consorts, ouvrant enfin la voie vers un procès de l'ancien dictateur. Malgré cette lueur au bout d'un long tunnel, la question demeure: Duvalier peut-il être jugé en Haïti? Dès le retour de l'ancien dictateur, revenu d'exil de façon inattendue le 16 janvier 2011, quelques-uns d'entre nous se sont mobilisés pour rassembler le maximum de plaintes. La première semaine, nous n'étions que 5, contre un régime qui avait fait des milliers de victimes. 3 mois après, nous étions toujours moins de 30, et nous le sommes toujours. La mémoire des 29 ans de dictature semblait s'être émiettée. Une population trop jeune pour se souvenir semblait inconsciente du prix sanglant payé pour la liberté de parole et d'association dont ils jouissent aujourd'hui. Je me souviens d'appels à d'anciens prisonniers politiques ou à des mères ayant perdu un fils pour constituer un bouclier, pour d'abord tenter de les convaincre de porter plainte et de témoigner, pour constituer un bouclier contre l'érosion possible de nos droits et le retour éventuel de dictatures et de régimes autocratiques. J'ai senti pour la première fois en 25 ans le retour d'une peur irraisonnée, insidieuse, et ceci en dépit de l'établissement d'un régime démocratique en Haïti. Les réticences exprimaient aussi une méfiance, que je comprends, du système judiciaire, mais aussi et surtout la conviction que le climat d'impunité, la culture d'impunité, comme tu dis, ne permettrait jamais le jugement d'un Duvalier qui circulait librement, convaincu qu'il n'aurait jamais à rendre compte. Nous étions pendant ces premiers mois de retour de Duvalier loin de l'engagement citoyen évident autour du procès de Raboteau, loin de l'engagement citoyen évident lors de la mobilisation autour du cas Jean-Dominique.
De plus, le support du gouvernement qui avait immédiatement rouvert le dossier de 2008, accusant Duvalier non seulement de détournement de millions de dollars du trésor public, mais aussi de crimes contre l'humanité, ce support ne durera pas au-delà du gouvernement Préval. Le président Martelly annonçait dès le début de sa présidence son intention d'amnistier Duvalier, avant même qu'il ne soit inculpé. L'ancien dictateur était à l'invité d'honneur de cérémonies officielles au nom de la réconciliation nationale. Le collectif contre l'impunité, formé des plaignants et de 4 organisations de droits de l'homme, ainsi que d'autres organisations de la société civile, ont dénoncé cette tendance à banaliser la dictature et ce mépris des revendications légitimes de justice. En outre, l'État n'a pris aucune mesure pour utiliser concrètement l'assistance technique offerte, entre autres par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, sur le dossier Duvalier. Il n'y a eu jusqu'ici aucune demande de renseignement, ni aucune recherche de preuves adressée à d'autres pays qui en détiennent ou à des instances internationales. Je pense par exemple aux documents du FRAP qui ont été pris par l'armée américaine en 1994, et dont une grande partie a été nettoyée, disons. Ces papiers sont de retour en Haïti et ce sont des choses qui peuvent servir pour un procès Duvalier. Alors, ce climat politique défavorable et de multiples obstacles ont fait du chemin qui mène à la justice une épreuve qui a été difficile, qui est toujours difficile. Un discours révisionniste au premier plan de certains médias a tenté de réécrire l'histoire et de convaincre les jeunes que les choses allaient beaucoup mieux sous Duvalier. Les arguments utilisés par les avocats de Duvalier, selon lesquels le code pénal haïtien fixant les délais de prescription empêche toute poursuite pour meurtre, disparition, torture et autres violations graves des droits humains commises par le gouvernement Duvalier, ont été largement divulgués dans les médias. Peu d'espace était accordé alors à l'argument opposé, l'existence de conventions signées par Haïti établissant qu'il ne peut y avoir délai de prescription pour les crimes contre l'humanité ou les disparitions qui sont définies comme crimes continus. Étonnamment, les partis politiques qui avaient été presque annihilés sous la dictature ont gardé le silence. La vue de l'ancien président Avi, circulant librement dans des restaurants ou assistant à des concerts de jazz, a envoyé un message clair d'impunité continue, du moins jusqu'à ce que Duvalier ait été contraint de témoigner devant la Cour et devant les victimes de son régime le 28 février 2013. La présence de Jean-Claude Duvalier devant les juges de la Cour d'appel a marqué, je crois, un tournant dans l'opinion publique. Les témoignages sur la dictature se sont multipliés depuis 1 an. Les commémorations autour de dates douloureuses ont permis aux victimes et aux survivants de s'exprimer. Mais il est ironique de constater que tandis que d'autres dictateurs sont jugés à travers le monde, le poids des poursuites engagées contre Duvalier est retombé sur les victimes elles-mêmes. Le procureur, commissaire du gouvernement comme on dit chez nous, et en théorie défenseur de la société, s'est tout au cours des audiences à la Cour d'appel aligné non avec les victimes, mais avec les avocats de Duvalier. De plus, en dépit des poursuites engagées par le gouvernement précédent contre lui, l'ancien dictateur a été gratifié d'une pension présidentielle. Ses biens lui ont été restitués. Il dispose d'un passeport diplomatique et de la protection de la police. Il n'est pas surprenant que des duvalieristes notoires soient membres de l'actuel gouvernement, le ministre de l'Intérieur étant le chef du parti duvalieriste, le Parti de l'Unité nationale. Au-delà des déclarations de principe du secrétaire général des Nations Unies, de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'arrivée de Jean-Claude Duvalier en Haïti, la communauté internationale s'est très peu impliquée au cours des 3 dernières années pour faire pression sur le gouvernement haïtien afin qu'il respecte ses obligations en matière de droits humains. Une lettre adressée à cet effet par notre collectif aux pays fournisseurs de troupes d'Amérique latine à la MINUSTAH, la mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, est demeurée sans réponse. Et c'est uniquement après les appels publics en février dernier que les missions diplomatiques en Haïti, l'OEA, les États-Unis, le Canada, la France, la Suisse, ont affecté les observateurs aux séances de la Cour d'appel entre décembre 2012 et mai 2013. L'ambivalence de la communauté internationale était parfaitement illustrée par l'échange d'une poignée de mains, même forcée, entre Jean-Claude Duvalier et Bill Clinton lors d'une cérémonie officielle marquant le 2e anniversaire du tremblement de terre le 12 janvier 2012. Une photo qui s'est propagée rapidement à travers les réseaux sociaux.
L'ambassadeur américain n'avait-il pas déclaré au retour de Duvalier qu'il fallait mettre de côté le passé pour aller vers l'avenir, comme si un avenir était possible sans la construction d'un état de droit. Sur la scène internationale, quelques exceptions cependant. Le tribunal administratif fédéral suisse, l'un des tribunaux de grande instance de la Suisse, a confirmé le 25 septembre 2013 le blocage des fonds des Duvalier, environ 5 millions de francs suisses gelés depuis 1986. Le tribunal a décidé d'allouer ces fonds à l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien, au renforcement de l'état de droit et à la lutte contre l'impunité. Nous ne savons pas encore comment ces fonds vont être alloués. Poursuivre Jean-Claude Duvalier dans les mêmes tribunaux, corrompu, intimidé et affaibli par 29 ans de dictature, était au départ une gageure. La récente décision de la Cour d'appel démontre la capacité de certains magistrats de rendre une décision indépendante malgré les pressions. Elle démontre aussi la reconnaissance qu'Haïti est liée à la prohibition internationale des crimes contre l'humanité et que ces crimes sont imprescriptibles. Cette décision établit ainsi une jurisprudence qui, comme dans le cas du procès de Raboteau, reconnaît l'application du droit international, conventions et coutumes. Elle reconnaît aussi l'obligation d'enquêter et de poursuivre ces crimes. Elle ordonne l'audition de tous les plaignants non entendus et élargit la liste des consorts de Jean-Claude Duvalier, cités par les plaignants et passibles de jugement. La décision est, comme celle de Raboteau, motivée et étayée par des arguments juridiques solides. Comme dans le cas Jean-Dominique, cette décision de la Cour d'appel sur le cas Duvalier n'est que le commencement d'un combat long et difficile. Mais ces deux décisions, indépendantes l'une de l'autre, ont contribué tant soit peu à miner cette culture tenace d'impunité qui, renforcée par la dictature et nos nombreux régimes militaires, se dresse comme un rempart à l'établissement de tout état de droit. La récente décision de la Cour d'appel sur le cas Duvalier aidera aussi à rompre l'isolement d'Haïti. Enfermé dans un carcan de lois caduques, nous oublions souvent que notre difficile combat s'inscrit dans la lutte historique du peuple haïtien pour les droits humains. Haïti est le premier pays de cet hémisphère à avoir mis fin à l'esclavage et celui qui a soutenu au XIXe siècle les mouvements de libération à travers les Amériques. N'oublions pas, une des conditions de l'appui donné à Simon Bolivar, qui a reçu un abri et des armes de notre nouvelle République d'Haïti, était de donner la liberté à tous les esclaves dans les territoires libérés de la couronne d'Espagne. Haïti a également été l'un des 19 signataires de la charte de Nuremberg et un membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies. Cette histoire nous donne des droits, cette histoire nous donne des responsabilités. Merci. Merci d'une intervention. Franchement, nous donne tout un détail de l'histoire des derniers 50 ans. Vraiment étonnante. Hein, mais je voudrais savoir si, au lieu du mot structure de l'impunité, on ne pourrait pas utiliser le mot structure. Une structure de l'impunité, parce que c'est évident que le peuple haïtien, exige une justice, ce n'est pas une culture. Ce n'est pas une question culturelle. Question culturelle, il y a des mécanismes politiques, il y a des intérêts. Et quel serait, est-ce que utiliser ces mots-là nous permettrait d'aller plus loin dans les questions plutôt concrètes, parce que ce n'est pas un mystère. L'impunité n'est pas un mystère, elle est créée par des mécanismes, par des intérêts. Quels sont les intérêts derrière Duvalier? Pourquoi Duvalier est là? Pourquoi il est tranquillo en Haïti? Qu'est-ce qui est derrière lui? Est-ce que ce sont des intérêts locaux, internationaux? Qu'est-ce qui lui permet d'être si protégé? D'abord, on l'a assuré qu'à cause de la prescription, il ne serait pas jugé. C'est-à-dire, ses avocats lui ont dit, il est rentré convaincu qu'il ne serait pas. Et il est rentré pour une raison très précise. J'ai mentionné le tribunal suisse. S'il était rentré en Haïti, il n'y avait aucune poursuite. Il retournait en Suisse et il récupérait son argent en disant il n'y a aucune poursuite contre moi dans mon propre pays, donc pourquoi bloquer mes fonds? Ça, c'était, je crois, une des motivations du retour de Jean-Claude Duvalier. En plus, je crois qu'il s'est peut-être dit qu'il était possible de jouer un rôle politique
en Haïti. Et il y avait eu tout un il y avait eu des préparatifs à sa rentrée. Sa compagne est rentrée à plusieurs reprises, a meuté le parti du Valériste pour préparer son retour. Donc en fait, même si on ne s'attendait pas à ce retour de façon immédiate, mais il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui se tramait déjà depuis longtemps. Sur la question, tu veux répondre sur ça ou bien je passe à la question d'impunité? Non, et sur la question d'impunité, c'est pas une culture assumée, c'est une culture de fait, c'est-à-dire que elle n'est pas structurée, elle est diffuse. Et elle frappe autant les riches que les pauvres. Oui. C'est ça une culture, c'est pas une structure. Elle frappe riches ou pauvres, de quelque milieu social auquel vous appartenez. Je crois que cette impunité va aussi au-delà, et ça tu l'as souligné, va aussi au-delà de crimes de sang. Cette impunité, c'est quoi? C'est le fait que si vous êtes, vous pensez que par exemple vous pouvez jeter les matériaux de construction en pleine rue et vous ne serez jamais puni. Vous pouvez être dealer de drogue, vous ne passerez jamais en jugement, en justice. On vous arrêtera et puis on vous libérera éventuellement un peu plus tard. Donc en fait, il y a une... c'est pas seulement les crimes de sang, c'est pas seulement les meurtres. C'est aussi toute une... générale de la société. On est puni pour rien. Et il y a une sémiologie de l'impunité. C'est-à-dire un vocabulaire l'enquête se poursuit. Ou bien la fameuse phrase, je me rappelle enfant, j'assistais à la télé au fameux procès des thèmes. Franz Leroy qui dit dans tous les pays il existe des affaires marginales. Ici en Haïti on les appelle business. Et c'est vrai, oui. on les appelle business. Il y a un langage, il y a tout un corps. Maintenant, il y a un corps de conduite, de comportement. Regardez le sans-gêne, excusez-moi, le débraillé avec lequel Jean-Claude est rentré. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il va se terrer quelque part? Non, il circule. Il assiste à toutes les... il va à toutes les fêtes, il est à tous les restaurants de la capitale. C'est ça. Oui. C'est une culture de l'impunité. Il se serait terré quelque part, qu'on aurait dit bon, ok, il se passe quelque chose. Mais il est là, il est là dans la rue, parmi nous. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Non, il a dit devant le tribunal, qu'est-ce que vous avez fait de mon pays? Il a eu cette audace. Mais je vais passer la parole au public, mais avant, je voulais tout simplement finir cette idée de la culture, parce que dans mon expérience en République dominicaine, lorsque le régime de Joaquín Balaguer a été vaincu par un parti qui promettait des libertés publiques en 1978, il a accepté de passer la transition démocratique à condition qu'on ne le touche pas. Et le terme qu'on a inventé à ce moment-là, c'était en espagnol borrón y cuenta nueva, qui vient, vous connaissez peut-être, du registre de la comptabilité, justement, où on efface et on recommence, on part à zéro. Donc c'est un pardon des fautes, soi-disant, mais moi j'ai le pouvoir des militaires. Si vous voulez avoir le pouvoir démocratique élu, vous me le dites. C'est-à-dire que la démocratie arrive avec une tâche, déjà. Donc c'est déjà souillé, parce qu'on ne peut pas traduire en justice les prédécesseurs. Et il me semble que vous avez mentionné aussi que cette historique d'impunité vient de cette notion d'un gouvernement successeur qui... Chaque fois que la nation demande des comptes, voilà. C'est toujours le fait de... Vengeance. Voilà. Une vengeance. Et
et le gouvernement successeur vis-à-vis de son immédiat, prédécesseur. Donc, une vision c'est surtout une structure, il y a des intérêts. Et en général, ça se termine toujours, je l'ai dit, en queue de poisson. Que la relation de monnaie compte de l'année de juillet. Ça se termine toujours en queue de poisson. C'est un petit peu avec cette idée que Duvalier est entré. Il y avait des gens qui lui devaient des choses, des gens à qui ils avaient confié leurs biens en Haïti. Et ces gens subventionnent Jean-Claude Duvalier. Et la vie humaine peut revenir à ce... Oui, absolument. Donc il y a cette espèce d'entente. Bon, je ne sais pas si c'est la structure de l'impunité, mais c'est, disons, un modus operandi qui a toujours existé, qui continue de se perpétuer. D'accord. Dans une question. Oui. Alors, d'abord, est-ce que ce problème que vous décrivez ne remonte pas justement à la façon même qu'on interprète l'histoire d'Haïti? On a toujours, lorsqu'on apprend l'histoire d'Haïti en Haïti, c'est un pays en perpétuelle révolution. Chaque gouvernement est amené par la révolution et combat la révolution. Donc, et chaque ce qu'a fait l'autre. Mais aussi, donc, toujours, chaque gouvernement se place en justice, en justicier. Donc, on a déjà eu toute la liste que nous avons déjà entendue. Donc, n'est-ce pas déjà là un problème? Il faudrait déjà repenser la façon dont on fait l'histoire d'Haïti. On se rend compte qu'on n'est pas continuellement en révolution. Donc, si on demande des droits, on n'est pas un révolté, quelqu'un qui cherche à faire sauter l'establishment. Et aussi, bon, je dois partir parce que... Mais est-ce que, si on est ici à avoir cette discussion, est-ce que ça n'a pas beaucoup à faire avec le tremblement de terre de 2010, qui a franchement ouvert finalement Haïti au monde, parce qu'il y a eu tellement un influx d'idées venant d'étrangers, oui, venues avec des personnes, que Haïti n'a plus un pays à part, de ce coup, donc on se rend compte qu'on peut avoir des droits humains. C'est une révolution, en fait, dans la pensée haïtienne. Moi, je ne pense pas que cette révolution date de 2010, il y a eu du tremblement de terre, du tout. Okay. Vous savez, je me bats en Haïti depuis 50 ans. C'est pas nouveau. C'est pas le tremblement de terre. Le combat pour la liberté, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps et pour lesquels on a payé très cher. Ce que vous dites de l'histoire d'Haïti, de toute façon, je crois que l'histoire d'Haïti est mal enseignée. C'est-à-dire que cette impunité dont on parle n'est jamais mentionnée dans des manuels d'histoire. Enfin, c'est sûr que non. Est-ce que... vous savez, il y a des traditions démocratiques qui ont... que jusqu'à présent, beaucoup d'Haïtiens assimilent mal. L'homme d'affaires haïtien qui, au lieu de payer ses taxes, il s'arrange pour ne pas les payer. Il n'a pas de route menant chez lui, donc il s'achète une 4x4. Il n'a pas d'électricité, il s'achète un inverteur ou il se met du soleil. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'État de faire ce que l'État doit faire, mais pour lequel on doit soi-même contribuer. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité de flibustier qui a toujours existé dans le pays, qui existe dans le pays depuis très longtemps. Et ça, en dépit du fait qu'il y a eu des changements, particulièrement des changements dans la majorité des Haïtiens, qui, eux, demandent des droits, c'est pas partagé partout. Est-ce que c'est seulement en Haïti? Tout ce que vous décrivez, je l'ai vécu en Afrique de l'Ouest, j'ai vécu au Moyen-Orient, ça arrive un peu partout. Haïti n'est pas un pays à part. Tout ce qui se passe en Haïti, je l'ai vu partout, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit au Nigeria, à Cotonou, même en Europe de l'Est. Ça ne fait pas moins des cas particuliers chacun. Bon, c'est pas un pays à part, la violence, Oui. L'accepter, c'est ça la question. Ce dont nous discutons maintenant, c'est l'acceptation de cette impunité et la possibilité de changer cette impunité. C'est-à-dire de percer des trous là-dedans et d'arriver à obtenir un état de droit. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se battent à travers le monde pour ça.
Cependant, je ne pense pas qu'Haïti soit un pays à part, mais Haïti a des spécificités et, nous payons le poids de notre histoire. Cette histoire militarisée depuis le début, nous payons cette histoire. Et, tu permets, Michel, et puis cette marginalisation aussi de la paysannerie. Exclusion. Cette exclusion, cet ostracisme, c'est pas trop fort. Cette exclusion de la paysannerie, et qui va créer ce que ce pays en dehors dont tu viens de faire mention, le pays en dehors, d'accord, ces jeunes laissés beaucoup, d'accord, gruger au possible, comme le dit Michel Wolf-Trouillot, par le biais des impôts indirects, et les des mesures qui ne reçoivent aucune contrepartie, je parle au niveau éducationnel, d'accord, de l'État. Donc ils sont là abandonnés à eux-mêmes, vivant dans quelle période de l'histoire? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas dans quelle période de l'histoire ils vivent. Fermés là, comme ça, et c'est évident qu'on ne saurait construire une république sans adresser ces problèmes. C'est-à-dire l'instruction obligatoire pour tous, comme ça a été le cas de la Troisième République. Ouvrir ces gens à l'instruction, les sortir de l'ignorance, de manière à leur permettre d'accéder même à ce Western charme, si vous voulez, que réclame une république. Parce qu'une république réclame une vision de l'homme, une vision des choses, d'accord, une vision de l'espace. Okay. Je vais passer la parole à Françoise qui a demandé assez intimement. Ma question sera courte. D'abord, merci à tous les deux. J'ai bien compris que le sujet, c'était la citoyenneté et la justice. Ma question, elle est, n'y existe-t-il pas une façon flibustière de se faire justice soi-même? Autrement dit, n'existe-t-il pas des mécanismes internes à cette société où les gens vont demander rétribution à un dommage subi qui ne passe pas par la loi, par l'État, etc., etc. Et est-ce que ce n'est pas grâce à cela que ça tient encore? Parce que si on croit cette vision officielle des choses, tout le monde tuerait tout le monde en Haïti d'une certaine façon, puisque on vit avec le voisin qui a commis probablement des crimes, des vols ou whatever. Et donc, il y a, me semble-t-il, de façon intime à cette société, une façon de porter justice, même si ce n'est pas de façon officielle. Je pose la question. Moi, je crois que oui, les mécanismes existent. Au niveau de la société paysanne, ils existent certainement. Au niveau de la justice locale, ils existent. Ils ont pour centres différents, il y a différents centres, l'un de ces centres étant le Wufort, le temple vaudou. Il y a des mécanismes de contrôle de la société. Évidemment, il y a eu une transition qui a été difficile. C'est-à-dire ce mécanisme a été d'abord un mécanisme imposé. En toute la période sous Duvalier, il y a eu le chef de section qui était juge, qui était joaillier, il avait ses propres prisons, il arrêtait, il jugeait, il prenait des taxes, il était tout. Le chef de section, une fois qu'il a sauté, a été remplacé par on ne sait pas trop quoi. En fonction des communautés, il y a eu des adaptations qui ont été faites et un repli sur le droit coutumier, sur les habitudes coutumières. Et ça a toujours été le cas parce que la justice n'a jamais été pour tout le monde. Je me souviens d'une femme qui était jugée dans un tribunal à Port-au-Prince. Elle était jugée en français. Elle ne comprenait pas un mot de français. L'avocat qui était, lui, parlait français à la cour, créole à la femme, mais on ne traduisait jamais pour la femme ce qui avait été dit en français à son sujet. Et ça a été ça la justice haïtienne, c'est-à-dire que la justice haïtienne n'était que pour les riches et pour les puissants, n'était que pour ceux qui parlaient français. Donc moi je crois qu'il y a toujours eu un droit
une structure de la société qui permettait à cette société de rester en paix. Vous avez parfaitement raison. Les gens ne se tuent pas en Haïti à tous les coins de rue, c'est évident. Mais ce dont on discutait aujourd'hui, c'était au niveau de l'État lui-même et de la construction d'une nation. Mais ces mécanismes, vous avez raison, existent. C'est un peu la thèse de Max Beauvoir aussi. Et c'est la thèse de Didier Dominique. Et en tout cas, elle dit à peu près ceci, qu'il y a une structure parallèle, un fort où les gens vont chercher justice, et la zombification, etc., c'est le produit d'une punition. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Hein? Non, il y a toujours le... La spéculation, c'est très dangereux. Oui. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il ne faut pas non plus glorifier. Si je peux faire une intervention. Monsieur, Jasmine. Donc, juste pour ajouter un truc, c'est que le truc, c'est que le jeu n'est pas clair. Les règles du jeu ne sont jamais claires dans cette structure parallèle. Et c'est ça qui est important. Et aussi, l'individu lui-même, c'est comme vous avez dit, les femmes jugées dans une langue qui n'était pas la sienne. Quand on utilise cette structure, même ceux qui en profitent, entre guillemets, ça peut se retourner à n'importe quel moment contre eux, mais sans qu'ils ne sachent même, parce qu'ils ne savent pas avec quelles règles ils sont en train de jouer. Donc, je pense que c'est encore pour renforcer l'idée de